Donc, bonjour David. Bonjour Denis. Donc, normalement, là, on doit être en live. J'espère que ça marche. Donc, C'est sérieux là devant, on dirait un ouais, présentateur télé là. ouais, bonjour. Alors, on va se présenter un peu. Nous, c'est la Inchi Team, comme tu sais. On est un groupe de passionnés de bourse. On s'est connus tous par hasard sur Boursorama, où on suivait un gars qui était très fort, qui s'appelle Inchi. Et c'est lui qui a impulsé le forum de départ sur Bourseau. Et ensuite, comme d'habitude sur Bourseau, on a eu quelques petits problèmes avec des gens qui nous embêtaient un petit peu. Donc on a décidé de monter notre forum sous Slack, qui est un forum privé. Et on s'est spécialisé sur le trading idées de small, de bio, et plus particulièrement en s'appuyant sur l'analyse technique. Voilà, on a un jeu hebdomadaire également où on doit faire un pari sur l'action qui doit monter le plus de la semaine et un petit jeu pour un peu animer le tout. Et aujourd'hui, donc, nous recevons David Renan, qui est un trader rentable depuis plus de 14 ans, donc c'est ça? Ouais, depuis alors ouais, 2004, je crois, 2003 ou 2004. Ouais. D'accord. Tu te présentes un petit peu au départ, si tu veux, Oui, ou oui, oui. un Donc peu David ton Renan. cursus? Donc Oui. donc moi j'ai acheté mes premières actions, c'était en 99. C'était en pleine bulle Internet. Je le savais pas. Donc bon bah voilà, j'ai découvert la bourse avec mon SS2I. En fait, moi j'étais à la base, j'ai fait une maîtrise des sciences de la Terre. Après, je me suis reconverti dans l'informatique. Je suis rentré dans une SS2I en tant qu'ingénieur et après, donc, j'ai souscrit à une augmentation de capital réservée aux salariés. Donc, j'ai acheté des titres et puis 4, 5 mois plus tard, les titres avaient triplé. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est la bourse, ça a l'air facile, donc je vais me lancer là-dedans. Et puis donc bah ouais, donc c'est en 99, en 2000, dès que j'avais un peu d'économie, bah j'achetais des titres, j'achetais un peu en fonction des recommandations des journaux. Et puis on était donc en pleine bulle Internet. Et puis bah, j'achetais les titres qui étaient recommandés, j'achetais. Et puis en fait, les moins-values ont commencé à s'accumuler. Et voilà, ça a duré pendant quelques années comme ça. Donc j'achetais des titres de la bulle Internet comme FI System, Titus Interactive, enfin ces choses-là. Ah, Web Optical, tous les bons trucs, quoi. Oui, voilà, tous les trucs super. Donc toutes ces conneries, ça a duré pendant quelques années. En 2001, j'ai même fait un emprunt parce que je me suis dit, bah tiens, la bulle Internet éclate, mais bon, il y a des super opportunités. Donc après, c'est un emprunt de 7 000 euros, enfin je sais plus. Après mes titres de GFI, en fait c'était chez GFI, hein. Donc j'ai démissionné, j'ai pu vendre mes titres GFI, donc j'ai récupéré d'autres liquidités que j'ai réinvesti bien évidemment. Enfin, c'était en accumulant de nouvelles pertes. Entre-temps, je me suis mis au varan, etc., etc. Donc, en fait, pas mal de conneries pendant jusqu'en 2003. Donc, j'ai perdu jusqu'à 90% de mon capital. Et c'est en 2003-2004 que je commence un peu je me dis, en fait, je vends l'appartement que j'avais acheté avec une de mes Mhm. ex-copines. Donc, je récupère un peu de liquidité et je réinvestis 12 000 euros. Puis là, je me dis, bon, bah, David, il faut que tu arrêtes un peu tes conneries. Et donc là, je me dis, bon, je vais quand même faire ça un peu plus sérieusement, enfin, en ayant une stratégie, parce que c'est vrai que je faisais un peu un peu du tout et de n'importe quoi. C'est un peu le Je parcours me... classique d'un d'un- Ouais, ouais, ouais. d'un gars de bourse. On a tous commencé à cramer un ou deux comptes, quoi, Ouais, ouais, en ouais. fait. Après, moi, il n'était pas. Enfin, c'était un titre qui était à pas cramé, mais bon, il restait quoi? Il restait rien, quoi. Il restait 5% du montant que j'avais investi. Et donc, en fait, en 2003-2004, je commence à m'intéresser donc à l'analyse fondamentale. Et c'est là, en fait, que je commence à gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'analyser les. Donc, en fait, en plus, on part donc 2001, 2002, donc l'éclatement des bulles Internet. 2003, tu as pas mal de small cap qui sont au tapis. Et là, vu que je commence à découvrir l'analyse fondamentale, c'est là que je commence à gagner de l'argent, puisque je commence à repérer les titres des côtés en me basant sur les résultats, sur la situation financière, etc.
Et après, donc là, vraiment que du comptant. Après, en 2005, je commence un peu à me mettre au SRD, en mettant un petit peu de levier. Donc, je fais un super coup sur Alstom. Alstom, il y avait une augmentation de capital. Enfin, je mets un peu de levier, donc je gagne pas mal d'argent, etc. Et en fait, voilà, je commence à me mettre au trading vraiment en 2005. Donc 2003-2004, c'est plus l'analyse fondamentale. 2005, je commence un petit peu à me perfectionner, enfin à m'améliorer, parce on n'est jamais, c'est jamais parfait. Hein. En 2005-2006, voilà, je commence à me mettre au trading et vraiment à trader, à trader un peu les résistances, les acheter sur les supports, ce genre de choses. 2007, j'achète mes premières biotech américaines. 2008, donc 2007, ça commence un petit peu, les marchés commencent un peu à affaiblir parce on est à crise je dirais pré-subprime. 2008, bon voilà, puis entre-temps, donc entre 2003 et 2008, je fais presque x8. Ouais, quand même, ouais. En 2008, en fait, on sortait l'éclatement de la bulle Internet, donc il y avait pas mal de titres qui étaient vraiment mais au tapis de chez au tapis. Hein, donc ça a été, je dirais, pas facile, mais disons que il y en a d'autres qui ont fait des belles pertes dans ces années-là. 2008, donc crise des subprimes. Donc là, une année dans le rouge, donc à moins 16%. Et puis après 2009, c'est le tournant, puisque bon, je pars d'un capital, j'étais dans les 120 000. Et 2009, je fais 250% de perf. Et là, je passe avec un capital. Tu étais à 120 000 et tu étais parti de 12 000 au départ, en fait. Ouais. Avant, mais c'est ça, ouais. Et en 2009, c'est vraiment le tournant, puisque c'est là qu'il y a gros rebond des marchés. Et là, vraiment, beaucoup de trades, les bancaires, etc. Et là, c'est là où c'est le tournant, où en fait, là, je fais une perte de 250%. Ouais. Et là, mon capital, il passe à plus de 400 000. Donc, c'est là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, je dirais même à plein temps, parce qu'avant, moi, je me suis mis à la bourse. C'était pour arrondir mes fins de mois. Moi, je voulais pas spécialement devenir indépendant financièrement, comme on voit souvent un peu partout maintenant. Ouais. Voilà, moi, je voulais arrondir mes fins de mois. Et après, en 2009, même, je me souviens d'un pote qui me dit, en mai-juin, j'avais gagné 100 000 euros. Il me dit, putain, mais tu vas faire quoi de tout ce fric? Il faut que tu t'arrêtes de bosser, etc. Bah, je dis, ouais. En fait, moi, je commençais à avoir un enfant, en fait. Donc, je me suis dit, faut voir, quoi. Ça, c'est tout seul, je me serais arrêté largement en 2008, mais peut-être même voir avant. Mais là, c'est vrai que le choix. Donc, j'ai continué de travailler. En plus, bon, j'étais en freelance, donc j'étais très, très bien payé. Je pouvais trader pendant mes missions chez mes clients. Et tes missions, c'était toujours dans l'informatique, alors? Ouais, mais donc j'ai commencé par faire du développement. Après, j'étais dans l'architecture. Après, j'étais en assistance et maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que je faisais le relais entre les informaticiens et les gens de la finance ou de la banque. Je travaillais beaucoup en banque. Hein. Et en fait, j'arrivais tôt le matin. Je tradais le matin, et puis à 10h, 10h30, je commençais un peu à travailler, et puis tu vois, à midi, je revenais. Enfin bon, j'avais du mal à me concentrer, faut reconnaître. Et puis après, donc 2009, donc c'est le tournant où je me dis, tiens, peut-être quelque chose à faire là-dedans. Après, c'est vrai qu'entre-temps, pas mal de questions dans mon entourage, pourquoi ce titre est cher, etc. Donc je me dis, tiens, à chaque fois, on me pose la question, David, mais David, t'as pas un livre à me conseiller? Pourquoi c'est pas cher et tout? Alors, chaque fois, moi, je réponds. C'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes réponses. Et puis, à chaque fois, on me dit, mais excuse-moi de te déranger, t'as pas un livre à me conseiller? Et puis, en fait, à chaque fois, les livres, c'est vrai que les livres pour se mettre à l'analyse fondamentale, c'est soit des livres très pointus. En 20 volumes, ouais. C'est souvent très pointu, en fait. Et pour faire de la bourse, au niveau analyse fondamentale, ça nécessite pas des grandes notions de comptabilité. Alors si peut-être qu'on veut faire un peu de value, qu'on veut rechercher des actifs un peu décotés, mais autrement, ça nécessite pas. Justement, dans l'analyse fondamentale, qu'est-ce que tu regardes pour dire qu'une action est chère ou pas chère? Le PER, Alors le PER, déjà,
enfin, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est le PER, c'est vraiment le ratio le plus simple. Alors, c'est pas il n'est pas parfait ce ratio, mais déjà, ça peut déjà donner une idée sur la valorisation du titre, en fait. Ça peut donner une première idée. Après, il faut creuser. Mais on peut regarder ce PER, mais après, on peut regarder des ratios de valeur d'entreprise sur EBITDA ou sur résultat opérationnel. Voilà, après, quand on regarde ces 3 ratios, déjà, moi, je trouve que ça suffit amplement. Alors après, on peut regarder le niveau des capitaux propres par rapport à la capitalisation. On peut regarder le niveau de trésorerie, tu vois, par rapport à la capitalisation. Mais après, pour moi, ça suffit quoi, comme ratio. C'est pas la peine de rentrer dans des détails. Après, effectivement, pour ceux qui vont chercher des actifs, qui vont vouloir rechercher des actifs un peu cachés, etc., bon, bah là, il faut plus regarder dans les bilans, il faut plus creuser les bilans. Mais je dirais, pour faire de l'analyse fondamentale en bourse, on n'a pas besoin d'être expert comptable. Et franchement, c'est la simplicité. Et même des fois, quand on voit les notes d'analystes, disons, moi, ça me fait même peur. Des fois, j'ai des notes, j'hallucine complètement. Donc, vraiment, pour moi, ça suffit, quoi. C'est ratio. Il faut bien justifier un salaire quand tu es analyste. Après, ils peuvent faire des projections, etc. Mais bon, faire des projections, pardon, sur des biotech, ça me paraît vraiment hasardeux, quoi. Ou alors, c'est des projections où avec des lunettes roses, tout est beau, toutes les molécules marchent, etc. Mais c'est... Et donc, voilà, quoi, depuis 2000, donc par rapport à cette histoire d'analyse fondamentale, donc j'ai l'idée d'écrire un livre, je dirais, un modeste livre. Le but, c'est pas de faire fortune dans la littérature, puisque de toute façon, les livres, on gagne rien. C'est juste un peu pour asseoir un peu mes petites connaissances et puis partager, quoi. Vraiment, aucune arrière-pensée là-dedans. Donc, je contacte un éditeur, et puis un éditeur spécialisé dans la bourse, dans l'édition de livres de bourse. Donc, c'est Charles de Ripper maintenant qui s'occupe du site Objectif Eco. Donc, je sors ce petit bouquin, et puis à la suite de ça, lui il me dit, ça ne te ferait pas de faire une newsletter, tu parles de ce que tu fais, etc. etc. Et puis c'est comme ça. Quand tu sors ton livre, tu étais déjà connu sur la place ou Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Non, le truc c'est, moi j'appelle Charles de Ripper, je lui fais, j'ai une idée de faire un petit livre sur l'analyse fondamentale, et puis je lui dis, moi j'ai fait telle perf, etc. Et moi, ma perf de dire, parce que j'étais passé de 12 000 à plus de 450 000, un truc comme ça, c'était ça. Ouais. Moi, ça me semblait, je dirais, j'étais bien, mais ça me semblait pas. Non, mais sérieusement, ça me semblait pas démesuré. Et puis après, c'est lui qui m'a ouvert les yeux, qui me dit, mais attends, tu déconnes, tu racontes n'importe quoi, t'as vu cette perf, machin. Et c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en plus, quand t'as le nez dans le guidon, moi c'était en 2010, c'est vrai que j'enchaînais les gains, etc. Toi, c'est sûr, t'es bien, mais c'est après, en prenant un peu de recul, tu te dis, ouais, finalement, quand même, c'est pas mal ce que t'as fait. Parce que moi, j'étais persuadé, ok, c'était une belle perf, j'en étais convaincu, mais que plein d'autres personnes, en fait, faisaient de telles perfs. Voilà. Surtout à cette époque-là. Ouais. Et puis après, depuis après 2011 jusqu'à 2018, j'ai déménagé après à Paris de Paris, en 2015. Donc oui, 2011, donc je sors mon bouquin, je mets en place cette newsletter. Et puis, depuis 2011, donc cette newsletter existe. Alors maintenant, je propose d'autres offres. Et puis, donc en parallèle, j'ai monté un petit fonds d'investissement. Bon, j'ai pas le droit de faire de pub. Et puis maintenant, je suis à plein temps depuis donc au niveau trading et puis au niveau de mes offres depuis 2015, mais même depuis 2010-2011. C'était déjà du plein temps parce que c'était dès que j'avais un peu de temps, je bossais sur mes newsletters, quoi. Donc c'était des journées bien remplies, etc., etc. C'est-à-dire que pendant 4 ans, tu as eu une double activité en tant que consultant et trader, et après en 2015, c'était vraiment... Ouais, 4 ans même. De toute façon, même en 2002-2003, alors après, je tradais n'importe comment, mais j'étais déjà à plein temps. J'avais du mal à me concentrer. En fait, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un sentiment que, chaque fois que je suis passé sur des missions,
je rencontrais des gens, à chaque fois j'en convertissais un, et à chaque fois les personnes me disaient David, j'arrive pas à bosser, quoi. C'est vrai, c'est un côté, Ouais. je crois que j'ai rien fait aujourd'hui, quoi, putain. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même, C'est prenant. quand c'est prenant, puis c'est intéressant. Enfin, quand on s'y intéresse, quand on plonge là-dedans, après c'est vrai que c'est difficile de se concentrer pour son travail, etc., etc., quoi. Et tu as décidé de faire ça à plein temps parce que tu avais le capital que le marché t'avait Ouais. donné ou parce que tu faisais des perfs tous les ans? Où tu disais, bah, à partir de temps, je Ah sais bah non, qu'en gagnant 20%, je peux m'en sortir, quoi. Déjà, moi j'avais quand même en tête l'année 2008, Mhm. l'année 2008 quand même, où le CAC qui perd 40%. Où là, moi j'ai fait quand même moins 16, et j'étais même à un moment de l'année, j'étais à moins 30. Mhm. Alors tu te dis, même faire le plus 20 tous les ans, alors c'est atteignable, hein, mais largement atteignable, mais c'est vrai que des fois il peut y avoir quand même des périodes délicates, hein. En 2011, pareil, 2011 c'était la crise des dettes souveraines, et Mhm. là j'étais La en, Grèce, ouais. ouais voilà, donc là j'étais bien jusqu'à juillet, je pars en vacances, et en août, je m'en prends plein la figure, parce que je comprends pas trop ce qui arrive. Je vois les banques qui se pètent la gueule. Enfin, tu vois, Mhm. donc j'avais quand même en me mettant à plein temps, il faut quand même avoir un capital, même le plus 20, il faut. Ouais, le plus 20, plus 30, ok, mais il faut quand même aussi prévoir que tu peux te prendre un moins 20. Voilà, il peut y avoir des accidents, hein, ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et suite à ça, maintenant, quand tu pars en vacances, tu réduis tes positions ou tu es sûr de ton Ah, coup bah, maintenant et... Ah non, moi, je suis jamais sûr de mon coup, hein. Je me remets toujours en question. Et par contre, quand je pars en vacances, non, mais quand je pars en vacances, c'est sûr que je vais pas trader toute la journée, mais le matin, j'aime bien faire l'ouverture. L'ouverture de la chasse, non, c'est ça? L'ouverture des marchés, j'aime bien faire l'ouverture des marchés le matin. Et puis même, des fois, donc quand je pars en vacances, normalement, la newsletter, elle est en suspens, mais des fois, quand il y a des trucs intéressants, je peux pas m'empêcher de faire partager ça à mes abonnés, quoi. Ouais. Après, j'essaie un peu quand même de limiter, parce que ouais, ça peut être, ouais, Ça peut en être fait, c'est bien de faire des coupures quand même avec le fait de se reposer, de pas faire de newsletter, ça fait quand même du bien, hein. Puis ça peut être un cas de divorce surtout, ça. En fait, ma femme m'a toujours connu comme ça, donc après, bon, je suis quand même quelqu'un bon, elle m'a toujours connu sur les Marché. sur les écrans, sur les marchés, elle m'a toujours connu sortir très tard la nuit. Enfin voilà, tu vois, il y a pas, si tu veux, il n'y a pas eu d'évolution. J'ai pas D'accord. changé, en fait. Tu l'as pas trompé sur la marchandise dès le départ, quoi. Voilà, c'était comme ça ou c'était Ouais. pas du tout. Non, non, mais D'accord. c'est vrai qu'elle est très très conciliante, hein. Il faut lui reconnaître cette D'accord. qualité parmi toutes les autres. Tu parlais d'analyse fondamentale, Ouais, mais tu utilises l'analyse technique aussi. ouais, ouais, ouais. Alors l'analyse technique, bien sûr. Alors l'analyse technique, alors bon, on en a parlé, mais moi, pareil, l'analyse technique, moi, j'utilise pas non plus, j'utilise pas 50 indicateurs. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est tracer des droites de résistance, des droites de support, des obliques. Ouais. Donc, je me sers beaucoup des chandeliers japonais. Mhm. Et puis après, donc j'aime bien les MM7 pour le court terme. J'aime bien donc les Bollinger, Mhm. les MM20, et puis après les MM200, etc. Donc les moyennes mobiles. Mais après, le RSI, tout ce qui est RSI, Les stochastique. oscillateurs, non? Non, non, non. Après, non, non, les Bollinger, donc j'aime bien les Bollinger, mais enfin tout ce qui est les RSI, tout ça. Les divergences non plus? Non, non, non. Bah après, il y en a qui arrivent à, parce que des divergences, ça peut durer longtemps, en fait, une Mhm. divergence. Donc comment trouver le point d'entrée? Moi, je suis pas à l'aise, hein. Moi, j'ai essayé, j'ai essayé pas mal de choses, hein, Mhm. avant de passer sur des très peu d'indicateurs au final. Ouais.
Et il y a, voilà, je pense à. On revient tous là, hein. On essaye toujours d'en mettre un de plus, un de plus, un de plus, et après on revient tous à la base, quoi. Ouais. Enfin, faut être pareil, hein, comme dans l'analyse fondamentale, au niveau technique, je pense qu'il faut pas non plus trop se prendre la tête. Mhm. Et voilà, les chandeliers, les moyennes mobiles, les volumes, très important, les volumes. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime, sur lequel je m'appuie beaucoup. Donc voilà, et puis après, bon, bah voilà, des breakouts. Hein. Moi, j'aime bien le breakout. Alors, les breakouts, ça peut être sur des vues journalières, comme sur des vues en 5 minutes. Ouais. Quand je fais du day trading un petit peu agressif sur des titres un peu liquides, je vais faire en vue 5 minutes ou en vue 15 minutes, hein, je vais faire des breakouts. Ouais. Je vais tenter des breakouts. Quand tu parles des Bollinger, comment tu te sers des Bollinger? C'est quand on fait un T1, quand on sort des bols, Alors moi, quand je peux m'en servir on range sur, ouais, voilà, sur des ranges. Si le titre il est en bas, bon tiens, je me dis ça peut être. Imaginons que le titre il est sur un support et qu'en plus il est sur la bonne inf. Je me dis tiens, peut-être tenter quelque chose et puis mettre un stop serré. Ouais, voilà, c'est plutôt en support, pas trop. Alors après, c'est vrai que je pourrais m'en servir aussi sur des. C'est vrai qu'à un moment j'avais mis un petit screener qui m'indiquait tous les titres qui sortaient des Bollinger, donc ça voulait dire que c'est les titres qui explosaient. Ouais. Après aussi, c'est vrai, je peux me servir des Bollinger aussi quand elles sont dans un range vraiment très très serré et que moi je me dis bon bah ça risque de partir dans un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est pareil, je vais Quand tenter elle prend la bolle, ça, ouais. je vais tenter la sortie. Je vais tenter la sortie du range par le haut ou par le bas si c'est plutôt en vague, mais c'est plutôt par le haut que je vais trader les Bollinger. Voilà quoi. Et tu rentres après confirmation ou après confirmation de la bolle ou juste sur la bolle Ah non, au-dessus. Non, au-dessus. En fait, c'est même pas sur la bolle. C'est généralement la bolle quand on a une bolle qui est bien resserrée. Généralement, le range, le titre évolue dans un range bien serré. Donc moi, j'ai plutôt m'occuper du. Enfin, pour moi, que la bolle soit bien, la bolle soit bien resserrée, qu'elle soit bien resserrée. Moi, ça m'indique qu'il va y avoir une augmentation de volatilité en fait. Ouais. Donc c'est plutôt ça. Et après, je m'appuie sur le range, sur la sortie du range pour trader. D'accord. Ok. Après, moi, de tout ce que, ouais, c'est ça que je voulais, ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, enfin, ce que je voulais dire, mais même aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que moi, voilà, tout ce que je dis, c'est comme ça que je trade les marchés, etc. Mais après, voilà, c'est ma méthode à moi. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, en fait, mais en tout cas, moi, elle m'a permis de gagner pas mal d'argent depuis des années. D'en vivre, quoi. Partir sur un capital de 12 000. Après, je pense que le fait d'en vivre, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu obnubilées par ce truc-là. Et moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut appréhender les choses. Moi, j'ai jamais rêvé d'en vivre en fait. Alors peut-être que, j'ai jamais rêvé d'en vivre. C'est parce que j'ai gagné que je me suis dit tiens, je peux en vivre. Mais le fait de se dire il faut que j'en vive, ça peut mettre une pression en fait. Parce qu'on va, avant d'en vivre, je pense qu'il faut déjà il faut gagner de l'argent régulièrement, même avant d'y penser. Le fait de se dire je veux essayer, je veux en vivre, mais on gagne pas d'argent, moi ça me paraît vraiment utopique quoi. Voilà, il faut vraiment travailler, avoir une stratégie. Il faut travailler. Ouais. Okay. Non. Si, non, t'as raison. En plus, bon, vivre de sa passion, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ah, super, ouais. C'est surtout ça que bon, les gens voient. On peut gagner, vivre de sa passion. Mais c'est une passion parce qu'en vivre, ça veut dire quand même à la fin du mois, tu vois, dégager quelque chose pour vivre. Mais est-ce que maintenant, quand tu trades, maintenant que tu vis de ça, est-ce que tu prends toujours le même plaisir ou est-ce que c'est un peu comme aller au boulot tous les matins? Bon, ça y est, j'ouvre l'ordinateur. Non, c'est toujours un plaisir. Hein. Ah non, c'est génial. Ouais. Non, le matin, j'adore Non, c'est vrai que même,
Avant, c'est vrai que ça m'emmerdait de me lever. Bon, je me levais, mais là, Ouais. c'est vrai que des fois, j'y galère un peu pour lever. Hein, mais Ouais. tu vois, je regarde mon premier truc que je fais le matin, c'est je prends mon café. Tu vois, je vais regarder l'actualité, quoi, tout de suite en D'accord. prenant mon café, mais par plaisir. Tiens, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ouais. Non. De toute façon, ouais. Je passe pas mal de temps sur les marchés, donc il faut vraiment être passionné. Si le mec, c'est pas possible, quoi. C'est pour passer beaucoup de temps. Alors après, t'en as qui vont dire qu'il faut passer un quart d'heure par jour. Moi, je passe beaucoup de temps. Donc pour passer beaucoup de temps, il faut être passionné. En plus, au niveau énergie, ça vous fait une énergie monstrueuse. Ouais. Non, c'est vrai que ça peut être, ça peut être usant, ouais. Ça peut être Ouais. usant. Tu parlais des unités de temps tout à l'heure. Toi, quand tu prends Ouais. une position, tu sais quand tu vas la laisser ou tu sais que tiens, je prends une position moyen terme, long terme, ou alors je prends une position et je veux faire 10% et si elle le fait en 10 minutes, je lâche ou... Ça dépend. En fait, ça dépend pourquoi je prends la position. Mhm. Parce que moi, j'ai plusieurs types de trading. C'est vrai que j'ai des positions pour le moyen terme. J'ai des positions. C'est vrai qu'il y a des titres que je vais prendre pour la journée, d'autres pour aller quelques semaines. Donc ça dépend. C'est vrai qu'il y a des titres. Imaginons que je pensais les garder pendant 1 ou 2 semaines et que les titres prennent qui prennent 10 ou 15%. Bon, bah là, je vais prendre un petit peu de gain. Enfin, ça va dépendre de plein de choses parce qu'il y a des titres aussi qui vont m'apparaître décotés. Donc là, ça sera encore une autre approche. Donc c'est vrai, expliquer ce que je fais, je dirais que c'est un peu complexe, parce que j'ai plusieurs approches différentes. Mais généralement, de toute façon, quand j'ai des plus-values, moi j'aime bien, même si c'est du moyen terme, j'aime bien Passer à la caisse. encaisser un petit peu de gain, mais pas vendre la totalité. Non, prendre un petit tiers de ligne, tu t'allèges d'un petit tiers. Comme ça, après, t'es plus. Moi, je trouve qu'on est. En tout cas, moi je trouve que ça me. Plus relax, t'es plus. Bon, tu te dis, bon, allez, quoi qu'il arrive, parce que t'es jamais à l'abri d'un accident, je sais pas, d'une ACA, d'un résultat Ouais. clinique un peu pourri, enfin bon, bref. T'as été en plus-value, quoi qu'il arrive. Bon, après, c'est sûr, t'es pas à l'abri d'un moins 30 le lendemain. Ouais. Mais le fait de prendre des gains, je trouve que ça. Derrière, après, on prend même de meilleurs. On assure De, son de, coup, quoi. Oui, puis après, on prend de meilleures décisions, en fait. On prend de meilleures décisions. Et puis après, même si je prends mes gains, ça ne m'empêche pas de reprendre plus haut, même de doubler ma ligne, voire de la tripler. Ça va dépendre aussi après du titre, de son graphique. Mais c'est pas parce que j'ai allégé d'un tiers que je m'interdis pas de renforcer beaucoup plus haut, et voire de doubler ma ligne, tu vois. C'est-à-dire que tu t'allèges avant une résistance et si jamais elle Voilà, passe et la puis résistance, après, tu doubles, quoi. et puis voilà, et puis après, je peux repasser à l'achat au-dessus de la résistance en doublant la ligne. Tu vois, il n'y a pas de. J'ai un trading assez souple, donc voilà, c'est un peu mon approche. Ça te dérange Je pas de prends. rentrer sur une action qui a fait plus 30, quoi. Ah non, non, mais même, j'ai rentré des fois sur des tics qui avaient pris plus 150 dans la journée, hein. Ouais. Non, Sur il y a des Paris, ouais. titres. Ah non, c'était pas sur Paris, c'était à plus 120 ou plus 130 ou je sais plus. Oh, je crois que j'ai même gardé le trade. Hein. J'ai gardé le trade parce que je l'avais envoyé à mes abonnés. Ouais. Parce que c'était, alors attention, je suis rentré à plus 130 ou plus 150. C'était parce que c'était une biotech, hein, s'appelait Rosetta Genomics. Elle avait en fait sorti une news, en fait, donc petite capitalisation de 5 ou 7 millions de dollars. Et elle sort une news comme quoi, en fait, je sais plus, un partenariat et genre, ils vont rentrer genre 10 ou 15 millions dans leur caisse. Enfin, un truc comme ça, un truc genre, mais vraiment la news, moi, je vois ça, je dis, oh là là, mais attends, ça mérite plus que. Parce que je crois qu'ils allaient rentrer beaucoup d'argent, le montant de l'argent qu'ils allaient rentrer, l'upfront, c'était supérieur à la capitalisation. Donc, plus des milestones. Donc, le titre, il prend 120, tu te dis, c'est encore une belle affaire. Et le titre, je crois qu'il est passé de 2 à. Alors, moi, je crois que j'ai fait 100% le jour même. Le jour même, c'est-à-dire qu'il a fait plus de Elle a pris 200%, quoi. 400, ouais, mais oh non, elle a pris 350%, un truc comme ça.
D'accord. Moi, j'ai fait 100% en plus et je me souviens, j'avais un pote qui en avait pris. Je dis oh là là, il m'envoie un message. Il me dit j'ai pris des titres, mais il dit j'ai pas pu vendre. Je dis oh là là putain. Et en fait, le titre il est passé de 2,5 à 23 Wow. en l'espace de 6 ou 7 jours. Rosetta Genomics, alors maintenant c'est difficile de retrouver parce que en plus depuis il y a eu des regroupements d'actions, etc. Donc ils ont fait des accords, enfin bon bref. Et mon pote, lui, l'a vendu à 7 ou 8, hein, 8 ou 9. Et le titre, il a fait x10 en l'espace de quelques jours, quoi. Ouais, d'accord. Tu parles, Euh, tu parles des actions américaines. Tu traites ouais. plus beaucoup au Nasdaq ou plus sur la place de Non, non, non. Paris ou... Bah, en fait, non, non, c'est quand même 90% de mon trading, c'est sur Paris enfin Paris. Après, un petit peu la Belgique, un peu les Pays-Bas, un peu bon. Mais après, non, mais c'est plus par emploi du temps, en fait, parce que c'est vrai que trader les US, donc ça veut dire être devant les écrans jusqu'à 22 heures, donc à un moment, il faut couper, quoi. Oh, t'as la grasse mat le lendemain après. Ouais, ouais. Non, mais là, en fait, ça m'empêche pas quand même. Je fais pas mal. Enfin, c'est pareil. Hein, c'est comme le marché français. Ce qui est important sur les US, c'est d'être là à 15h30. Après, c'est vrai que ça peut vite se retourner en soirée. Mais ouais, c'est par période en fait que je traite beaucoup les actions américaines. Là, c'est pas mal. En 2019, c'est plutôt pas mal du tout parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais il y a des fois, je vais très peu trader sur les bourses américaines. Mhm. Et qu'est-ce qui t'attire là-bas? Il y a beaucoup plus de volatilité, Bah, le fait de les ne pas biotech, avoir les réseaux ou... alors ça peut arriver qu'elles soient bloquées. Alors c'est très rare, ça peut arriver. Euh, mais ce qui m'attire, c'est que donc moi là-bas, je ne traite que les biotech. Et puis ce qui m'attire, c'est que les biotech là-bas, elles sont quand même. Là, on dit nous, nos biotech, elles sont décotées, mais là-bas, c'est démentiel. Il y a des sous-valorisations de folie. Hein. Mhm. Genre des biotech, tu vois, qui vont capitaliser 20 millions et qui vont avoir 40 millions de trésorerie. Là, je vois aujourd'hui, il y avait Chimerix. Donc, Chimerix, c'est une société, pareil, que j'ai pas mal allégé aujourd'hui. Mhm. Chimerix, c'était une biotech qui était à. En plus, ils ont un pipeline qui est plutôt pas mal. Hein. Mhm. Bon, ils ont beaucoup de retard, mais tu vois, eux, Chimerix, côté sous sa trésorerie, sous son niveau de trésorerie. Et Mhm. là, la valeur, elle a pris 20% parce ils avaient des problèmes de management. Donc, le titre a pris 20-25%. Et voilà, ce genre de décote, on va avoir du mal à la trouver en France. Mais On n'a t'as t'as plein de pas, biotech. T'as plein de biotech, t'as même des biotech de 20-25 millions qui ont des molécules qui marchent. En France, on a des biotech qui ont cette capi, ouais. et les molécules, l'efficacité, elle reste beaucoup à démontrer. Donc, tu as vraiment un vivier de sociétés de biotech. Tu en as plus de 350, hein, je crois, Ouais. ou dans les 300. T'as des trucs de fou. Hein. T'as des sociétés qui vont capitaliser. La trésorerie va être de 2,5 fois, 3 fois la trésorerie, quoi. 3 fois. J'ai déjà vu ça. T'imagines? Donc la société elle a 60 millions de trésorerie, elle va avoir une capi de 20 millions. C'est un Il y peu a des comme trucs de fou. c'est Renis ça en France, non? Qui a une valeur Ouais, mais inférieure à sa capi, non? ouais, mais ça reste. Ouais, bon, Serenis. Voilà, ils ont fusionné. Hein. Bon, de toute façon, Serenis, c'était un peu. Bon, je vais rester poli, hein, mais Mort, mort dans l'œuf. non, mais Serenis, ils ont été depuis le début. Depuis le début, c'est une bibliothèque que je sentais pas du tout, puisque enfin, ils se sont introduits avec une molécule qui était un peu bancale, enfin, qui venait d'échouer dans une autre indication. Mhm. Ils refont une autre étude dans une autre Il indication. recycle quoi. Déjà, ouais, ils recyclent. Bon, ils recyclent, je sais pas, mais et puis le titre. Mais le pire, ce qui était assez incroyable, c'est que le titre, je crois qu'il était même à 13 ou 14. Hein, elle a été introduite la Serenis. Mhm. Et c'était recommandé parce que ça valait 200 millions, un truc comme ça, je crois. Et c'était recommandé par les journaux, par les analystes, etc. J'ai puré quand même. Et puis bon, on connaît l'histoire. Hein, là, Ouais. ils sont en train de fusionner et puis ils vont peut-être revivre, mais bon, ça sera. En plus, là, ils fusionnent avec une société qui n'a rien à voir avec le domaine d'activité dans lequel Serenis travaillait. Là, ils étaient plus sur tout ce qui était les lipides, etc. Et je crois que maintenant, la boîte avec laquelle ils vont fusionner travaille dans tout ce qui est infection pulmonaire ou maladie pulmonaire.
Donc on voit, bon, il n'y a pas trop de stratégie derrière. Après, le but, c'était surtout que la société qui fusionne avec Serenis évite de passer par la case introduction en bourse. Elle fusionne avec Serenis et comme ça, elle met la main sur la trésorerie de Serenis. D'accord. C'est un peu comme une introduction en bourse, mais un peu, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, la boîte, en fait, au lieu de s'introduire en bourse directement, elle fusionne avec Serenis, elle met la main sur la trésorerie, voilà. Donc ça facilite beaucoup de choses, c'est beaucoup moins cher qu'une introduction classique. Ouais. Elle met la main sur la trésorerie de Serenis, et puis après, ils font leur truc tous les deux. Ça, c'est beaucoup ça. Ou alors ils ferment l'activité Serenis et continuent avec la leur, quoi. Peut-être, ou ils la revendent, ou voilà, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ce genre d'opération financière. Et les bio françaises qui cotent au Nasdaq, elles recherchent vraiment plus de volatilité ou c'est vraiment plus de... Non, c'est plus pour se faire connaître. Disons que c'est pour gagner un peu en notoriété. Bon, déjà, c'est pour lever de l'argent, parce que quand tu t'introduis sur le Nasdaq, ça te permet de lever de l'argent. C'est de se faire connaître auprès des institutionnels américains. Et puis, voilà, de se faire connaître et puis de lever plus d'argent, parce que c'est vrai que là même, c'est aux États-Unis que ça se passe, la biotech. Après, en France, on a eu une belle période. Mais maintenant, c'est un peu une période qui est un peu révolue. Et au niveau, quand une société française cote au Nasdaq, tu rentres dessus tout le temps ou est-ce que c'est un facteur qui te fait rentrer, un facteur qui te rend dessus, ou tu restes toujours sur tes analyses financières, analyses techniques Non, ça change. En fait, ça change rien. En fait, déjà, il y a eu une époque où le fait de dire, quand tu avais une biotech française et qu'elle disait, je vais m'introduire sur le Nasdaq, paf, tu avais des mouvements spéculatifs. Et je crois qu'on a vu ça sur Celiad il y a quelques années. Ils ont s'introduit au Nasdaq et là, le titre prend 40 ou 50%, enfin, je ne sais plus. Donc, tu avais des mouvements spéculatifs à une époque avant l'introduction. Le fait d'avoir annoncé l'introduction, ça spéculait. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Regarde, on prend les derniers exemples, c'est Genfit. Genfit, ils sont introduits en bourse. Le titre a même chuté. Je crois qu'il a chuté 10% le jour de l'introduction parce que le prix proposé n'était pas terrible. Donc maintenant, il n'y a plus trop de... c'est difficile après de profiter véritablement de cette introduction en bourse. C'est seulement maintenant une opération financière pour lever du capital. En tant qu'informaticien, tu n'as jamais pensé à automatiser les trades ou faire un petit robot ou une petite martingale en disant quand j'arrive sur la bolle, comme tu dis tout à l'heure, j'achète Alors moi j'ai quelques screeners justement qui me montrent ça, qui me disent tiens, tu as des titres qui arrivent sur la bolle inférieure, mais j'ai pas automatisé le passage d'ordre. Alors je pense qu'il faudrait le faire sur des titres déjà liquides, bien liquides, ou alors sur des tout petits ordres, ou alors sur des grosses valeurs du CAC 40. Ouais, après j'ai pensé, mais moi ça me semble plus à condition bien sûr d'avoir les bons algorithmes, d'avoir bien réfléchi, de pas. Ça me semble, ça c'est plus, c'est plus réservé, je dirais, sur les indices ou sur le forex. Sur les actions, les small cap. Alors moi je traite des small cap qui sont très très liquides. Ouais, je sais pas, faudrait backtester. Et puis après, faudrait, C'est vrai que en fait, moi j'ai ma méthode depuis pas mal d'années et c'est vrai que j'ai pensé à l'améliorer, mais je me dis pourquoi changer une méthode qui gagne je suis à l'aise avec ce que je fais, donc c'est vrai. Après, c'est vrai, on pourrait penser, mais je pense que ça me prendrait beaucoup de temps et je sais pas pour quel résultat en fait. Ce que tu disais, c'est que quand tu achetais une action, tu savais pourquoi elle était, parce qu'elle était décotée, etc., et que ça te dérangeait pas de rester collé, comme on dit, dessus pendant pas mal de temps, même si elle chutait. Ouais. Alors, voilà. Moi, en fait, je suis capable de même acheter des grosses daubes, mais ça va être technique. Ça va être pour faire du trading court terme. Après, pour les valeurs décotées, effectivement, quand j'ai une valeur qui est décotée, que je trouve décotée, alors après, ça dépend sur quel ratio, tu vois. Il y a des sociétés sur la côte parisienne, par exemple, qui présentent des situations de trésorerie voisines de la capitalisation boursière ou qui sont passées même, dont la capitalisation est passée sous la trésorerie. Moi, je suis en moins-value. Alors,
je me dis, enfin, genre, j'ai quelque chose qui vaut 5 euros. Et je peux l'avoir d'une certaine façon, je peux l'avoir à 4, je peux l'avoir à 4,80, donc je peux l'avoir encore moins cher. Donc je me dis, bah moi ça me fait pas peur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que acheter une valeur, par exemple, qui va coter sous sa trésorerie, si elle chute encore, moi je me dis, elle était décotée, cette valeur était décotée. Si elle chute encore, et ben elle me paraît encore plus décotée. Ça, je m'appuie sur la situation financière. Attention, je m'appuie pas sur d'autres critères. Une valeur donc une société qui a une trésorerie de 50 millions, la valeur chute parce que, alors tout dépend pourquoi cette valeur chute. Hein. Effectivement, si elle sort des résultats pourris ou que, enfin, ça va mal, etc. Là, c'est vrai que là, il y a plutôt de quoi s'inquiéter. Mais si la valeur chute parce que, bon, bah, elle glisse lentement, parce que le marché est mal orienté, moi, j'y vois plutôt là comme une opportunité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends une position, tu mets pas ou peu de stop loss. C'est-à-dire que Ça dépend. tu dis celle-là, elle est décotée, donc de toute façon, elle montera un jour ou l'autre. En fait, voilà, ça c'est là l'histoire du stop loss, c'est effectivement, c'est pour un investissement sur le moyen terme. Sur un investissement court terme, oui, là, je mets le stop loss. Mais pour un titre, par exemple, qui est très décoté par rapport à des fonds propres, là, moi, le but, c'est pas de le trader. Après, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de trader ce titre en parallèle. J'initie une position dedans. Je suis dans le titre, mais après, en parallèle, je vais aussi le trader en plus, quoi. Mais l'histoire du stop loss, effectivement, sur ces exemples-là de sociétés qui vont capitaliser sous leur trésorerie, là, je mets pas de stop loss. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des valeurs comme ça. Okay. Parce que je me dis, parce que c'est quelque chose, ça vaut en plus, c'est une valeur, donc bon, si je me base que sur la trésorerie, après, tu as les actifs, tu as plein d'autres choses autour. Mais rien qu'en me basant sur la trésorerie, déjà, la valeur est décotée. Donc après, ça veut dire que si la valeur elle est sous sa trésorerie, donc ça veut dire que les brevets ne valent rien. Ça veut dire que ils ont peut-être un immeuble dont ils sont propriétaires, ça ne vaut rien. Enfin, toi, il y a des anomalies boursières. Après, ces anomalies boursières, elles peuvent durer longtemps, bien évidemment. C'est sûr que je vais te dire une bêtise là, mais c'est pas acheter louer qui cote sous ces. Non. Non. Ah non, mais ça c'est non, mais ça c'est non. non. Ça c'est pas terrible. Hein. Je suis pas fan. Hein. Tu te fixes pas d'objectif quotidien, sinon. Non. Ah non. Bah des fois, moi je vois des trucs, passer sur le net, genre, tiens, ma journée est faite à 9h30. Alors moi, je comprends pas ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi, parce que ma journée est faite, mais peut-être que ce jour-là, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Pourquoi s'arrêter à, allez, je sais pas, si le mec il va chercher 500 euros de gain tous les jours, pourquoi s'arrêter à 500 euros de gain? Alors après, tout dépend de l'optique dans laquelle la personne est, enfin, sur les marchés, qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais des fois, tu as des journées qui peuvent être assez hallucinantes, où c'est là où il faut être, quoi. Si tu n'es pas là ce jour-là, peut-être que tu vas un manque à gagner de 10 ou 15 000 euros. Donc après, si je m'arrête à 500 euros, et pareil, inversement, tu as des journées aussi pourries, quoi. Et au niveau de la gestion financière, tu sors de l'argent régulièrement ou, ouais. Ou tu recapitalises tout Alors, justement, par rapport à l'histoire de ma femme dont on parlait tout à l'heure, le fait justement, elle, la bourse, tout ça, ça l'a fait un peu flipper. Ça fait depuis 15 ans, hein, ça l'a fait flipper. Mais le fait de dire, tiens, regarde la maison, regarde la piscine, tout ça, regarde le beau jardin, ça rassure. La Porsche, ça rassure. Mais ta femme travaille ou Ouais. Elle en soutient quand même au cas où. Là, on soutient, tu sais, c'est pas des gros revenus, hein. Ouais. Parce que c'est vrai que même si elle en soutient, même après, c'est vrai, bon, on a un niveau de vie qui est quand même plutôt pas mal. Ouais. Donc, ok. On a quelques petites questions sur le site des internautes maintenant. Ouais. Les indicateurs que tu utilises, est-ce que ce sont toujours les mêmes ou il y a des indicateurs spéciaux pour les biotech, par exemple? Je suppose que pour la biotech, la capi, tu t'en fous, quoi. Ah si, super important. Ouais. La capitalisation boursière, si. La capitalisation, c'est la valeur de la société. Donc, entre une société qui vaut 20 millions et une société qui vaut 1 milliard, tu vois,
celle qui vaut 1 milliard, j'espère pour elle qu'elle a des molécules qui marchent, quoi. Au moins, il y a peut-être un petit problème. Sinon, pareil pour celle qui a, il y a des capis, il y a plein de biotech aux US qui ont des capis entre 20, 30, 40 millions, ils ont des molécules qui marchent. Hein. En France, c'est plus difficile à trouver. Ouais. Ok, donc et les indicateurs sont les mêmes pour les bio. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Non, ça se traite de la même façon. Hein. Après, voilà, les biotech, c'est ce qu'il faut regarder. C'est bon. Après, moi, je pense que pas mal sont au courant, quoi, le savent. C'est donc la CAPI, la trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de guerre pour les biotech. Elles font pas de bénéfices, elles consomment beaucoup de trésorerie. Donc, quand on achète une biotech pour le moyen terme, regardez ce niveau de trésorerie. Qu'on s'assure que ce niveau de trésorerie soit suffisant pour au moins faire 6 mois, 1 an. Alors généralement, moi je préfère les biotech qui ont une trésorerie qui vont couvrir 18 mois, 24 mois de développement. Donc la trésorerie, parce que une société qui n'a pas de trésorerie, donc ça veut dire derrière que soit elle va faire une AK, une augmentation de capital, soit elle va créer des OCAPSA, soit des emprunts. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant c'est la mode, depuis quelques temps, maintenant c'est la mode des biotech qui font des emprunts. Moi, je dis attention, parce qu'avant, on ne voyait pas ça. Maintenant, tu as beaucoup de biotech qui font des emprunts. Ouais. Avant, ils préféraient faire des AK. Alors, les emprunts, alors tout le monde est content. Ah, bah, c'est pas dilutif. Ouais, certes, mais bon, derrière, il va falloir rembourser quand même. Hein. Donc oui, par rapport à mes critères, donc voilà, c'est ça. Donc la trésorerie et puis le cash burn, le niveau de trésorerie, parce que ce niveau de trésorerie doit au moins assurer au moins 1 an de développement, voire idéalement plus de 1 an, de 2 ans. D'accord. Et techniquement, est-ce que tu as un moment précis pour rentrer sur une valeur, c'est-à-dire, comme tu dis avant, sur un support ou... Les biotech, ouais. Pour les biotech, pour les biotech, les biotech. Alors les biotech, elles sont. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand elles ont des catalyseurs. Une biotech qui n'a pas de catalyseur, elle peut être, comment dire, délaissée par les investisseurs. Elle peut ne pas intéresser les investisseurs en fait. Poxel, tu vois, c'est vraiment typique de la biotech qui était vraiment super parce que donc elle avait. Je parle au passé, hein, parce que elle est toujours bien, mais elle est maintenant, bon, j'y reviendrai plus tard. Non, pas très bien. Bon, j'y reviendrai plus tard. Après, je parle. Par exemple, si on prend Poxel, c'était vraiment l'exemple parfait parce qu'elle avait déjà 2 partenariats. Parce que voilà, ce qui est important aussi dans les biotech, les choix des biotech, c'est quand même quand la biotech a un partenariat, ça veut dire quelque part que la molécule, elle intéresse quelqu'un, elle intéresse une pharma. Donc elle valide, je dirais, la technologie de la société. Il y a quelque chose derrière. Donc moi je privilégie bien donc les biotech avec un partenariat et puis donc c'est dans le cas de Poxel, donc elle avait 2 partenariats Poxel, ce qui est excellent, et en plus elle avait le catalyseur. Le catalyseur, c'était les résultats de phase 3 qui sont sortis aujourd'hui. Ça, c'était parfait. Donc quand une biotech a un catalyseur, généralement dans les mois précédents la publication de ces résultats cliniques, donc c'est le catalyseur, ça va spéculer, ça va s'exciter sur le titre. C'est-à-dire que toi, tu penses qu'une biotech, elle monte plus en phase 2 ou 2B avant d'arriver à la phase 3 Non. C'est avant la publication des résultats, en fait, que là, il y a une excitation sur le titre. Ça soit une publication de phase 2 ou de phase 3, il y a toujours de l'effervescence. Là, regarde, Poxel, ça a beaucoup spéculé parce qu'elle allait publier des résultats de phase 3 qui sont sortis aujourd'hui. Donc, pendant tout le début d'année 2019, ça spéculait en vue de ces résultats. GenFit, ils vont sortir leurs résultats en fin d'année. Donc, ça va s'exciter un petit peu sur GenFit à partir de septembre, je pense. Toi, voilà, le fait qu'il y ait un catalyseur, ça va attirer les gens, ça va spéculer. Et là, on va pouvoir trader, ça va être très, très sympa. Donc, pour les biotech, donc, ce qui est important aussi, c'est avoir un catalyseur, avoir quelque chose qui fasse que ça va spéculer, que ça va s'exciter sur le titre. Autrement, la biotech, elle peut être un peu désertée, elle peut être un peu, oubliée par le marché. Ok. Toi, par exemple, tu as Adocia, par exemple. Donc, Adocia, là, je viens de tout voir, ils ont sorti des petits résultats. Tu vois, Adocia, le titre ne fait pas grand-chose depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de... Alors, eux, ils ont des problèmes, ils ont un procès, ils ont des décisions d'un tribunal à attendre. Ouais. Mais Adocia, tu vois, le titre...
il bouge plus trop en fait. Il bouge plus trop parce qu'il n'y a pas de catalyseur susceptible de réveiller le titre. Mhm. Alors je pense le titre risque de se réveiller bientôt, enfin d'ici la fin d'année, parce que il va y avoir cette décision de tribunal avec Eli Lilly, voilà. Ça, ouais. Mais autrement, tu vois, il n'y a pas le titre, il n'y a pas grand-chose qui se passe dessus. D'accord. Donc, ce qui est important, donc, trésorerie, le niveau de cash burn, donc qui couvre au moins plus d'un an de développement. Idéalement, c'est un partenariat. Quand une biotech a un partenariat, ça veut dire que il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas du vent. Et puis 3, idéalement, le catalyseur. Le catalyseur, c'est l'événement susceptible de réveiller le titre, de créer de la spéculation sur le titre. Et une action comme Quantum, par exemple, qui en ce moment est en rumeur de partenariat, toi, tu es plutôt d'avis d'attendre le partenariat ou... Moi, Quantum, donc Quantum, elle a fait un beau parcours, hein. Moi, j'ai un petit peu tradé sur les 2, 3, mais en fait, c'était durant une période de marché qui n'était pas évidente. Que c'était vraiment en fin d'année, c'était pas bon. Elle est quand même pas, elle est passée à travers les gouttes, hein, donc vraiment super comportement du titre. Mais là maintenant Quantum, moi j'attends de voir en fait, parce que maintenant donc les résultats ont été pas mal. Maintenant moi ce que le titre a été pas mal porté par ces rumeurs de partenariat. Entretenu quand même. Ouais, entretenu. Alors moi, généralement, c'est ça que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, des partenariats, on n'a pas besoin d'entretenir des rumeurs. Moi, on prend l'exemple de Inet Pharma. Inet Pharma n'a jamais lancé des rumeurs de partenariat. Pouf, fin d'année dernière, ils disent rien à personne, ils sortent leur partenariat. Enfin, c'est une extension de leur partenariat. Moi, je me méfie beaucoup des sociétés qui parlent, un partenariat, et derrière, il se passe rien. Moi, il y a Genfit, on peut prendre l'exemple de Genfit. Alors moi, à une époque, j'avais osé critiquer Genfit. Oh là là, j'avais fait une vidéo, etc. Et Genfit, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on attend un partenariat. Je peux te retrouver des liens. En 2009, on nous expliquait qu'un partenariat allait être signé, qu'il allait avoir des millions d'euros, etc., etc. 10 ans plus tard, il y a eu plein d'ACA. Et le partenariat, maintenant, de toute façon, il n'y en aura pas avant les résultats de phase 3. Si ces résultats de phase 3 sont bons. Donc, moi, je me méfie beaucoup. Hein. Il y a un nombre incalculable de sociétés qui promettent des partenariats. Après, moi, j'attends des actes, en fait. Mais maintenant, là, sur Quantum, Quantum, elle est à 80 millions. Donc, après, il y en a qui vont se dire, oh, c'est pas cher. Oui, c'est pas très cher, mais moi, je trouve qu'il y a moins cher. Et après, il ne faut pas s'interdire de la trader, hein, Quantum, hein, bien au contraire. Mais après, pour le moyen terme, moi, je serais plutôt réservé pour faire du moyen terme. Je changerais d'avis pour le moyen terme si la société nous sort un vrai partenariat, quoi. Parce que techniquement, pour toi, le support sur Quantum, il est vers les 5, quoi, 4,80. J'ai pas le. Ouais, probablement. Hein. De toute façon, elle est bien suivie. Mais après, il faut la trader. Hein. Ça, faut y aller. Hein. Ouais, voilà, 4, il y en a un 4,75, 4,80, et puis après, il y a les 4,30. Enfin, voilà, moi, moi, ce qui me dérange, c'est le fait de dire partenariat, le fait d'entretenir, d'essayer de maintenir le cours à un niveau élevé, ça me dérange un peu, en fait, puisque c'est un partenariat, allez. Mais quel est l'avantage de maintenir un cours élevé? C'est pour éviter une OPA ou... Si tu veux lancer une AK, tu la lances plus facilement, tu dilues moins les actionnaires actuels, voilà. Et puis surtout, voilà, c'est l'intérêt, quoi. Et puis même pour un placement privé, imaginons ton cours ici, il commence à tomber, donc ça fout un peu mal, quoi. On va dire attends, tes résultats là, attends, tu vois, puis il y a aussi un peu pour la notoriété. Regardez mon cours, regardez le parcours du titre depuis 2 ans, depuis 6 mois, enfin voilà. Ok. On me demande Farnext aussi pour rester dans les bibliothèques. Farnext, moi j'aime, je préfère Farnext. Hein, voilà, après, ce n'est que mon avis, hein, mais je préfère Farnext parce que eux déjà, donc ils ont sorti des bons résultats de phase 3. Bon, Quantum, c'est des résultats de phase 2, c'est pas mal. Farnext, c'est des bons résultats de phase 3. C'est
c'est une maladie qui n'a pas de traitement, donc et puis voilà, il y a quelque chose derrière, quoi. Le titre, il est à 200 millions. Donc ils ont levé pas mal de cash là maintenant. Donc c'est vrai que maintenant, ce qui serait quand même bien, c'est que eux aussi finissent par sortir un partenariat, parce que après ils peuvent se lancer dans la commercialisation directe. Pourquoi pas? Mais bon, Farnex, c'est pas, enfin, même s'ils se lancent là-dedans, c'est pas leur métier en fait. Farnex, c'est leur métier, c'est développer des molécules. Après, effectivement, ils peuvent mettre sur pied, ils peuvent monter des forces de vente. Mais bon, ça coûte cher. Mais laisser les choses aux spécialistes. S'il y a Bah, des gens qui savent et en faire tous les ça. cas, après pour l'actionnaire, c'est vrai que lui pour l'actionnaire, c'est plus intéressant pour lui d'avoir un partenariat, parce que la revalorisation du titre, pardon, sera plus rapide que pour une commercialisation directe. Le titre là, il aura du mal à décoller. Ça risque le CA, le chiffre d'affaires, il va décoller, parce que je crois que bon, il y a le marché, c'est quand même des marchés de niche qui sont visés, donc ça peut aller vite. Enfin, ça peut aller vite, mais quand même, ça va pas être du jour au lendemain, quoi, que le chiffre d'affaires va décoller. Donc c'est pas mal, mais moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est, donc j'ai des titres, je le dis. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils annoncent un partenariat. Voilà. Et toi, tu es plutôt moyen terme, court terme, ou sur Farnext sur Farnext, je fais les deux en fait. Là, je suis revenu sur le titre, sur le support. Là, c'était sur les 15-40. Là, je suis revenu sur le titre. Donc là, j'ai une ligne maintenant. Voilà, j'ai une ligne qui est pas mal. Je pourrais renforcer sur une sortie haussière un peu plus importante. Là, c'est vrai qu'il y a elle a pas mal frétillé là ces derniers jours. Je pourrais de nouveau renforcer pour faire un peu de trading dessus, mais là j'ai une pause moyen terme là pour l'instant. D'accord. Quand tu dis une ligne, tes positions, la taille de tes positions, c'est après ça varie, en pourcentage. Ouais, ton capital. Pourcentage, ouais, ça peut aller jusqu'à 10% même. 10%. Mais pas en une parce fois. Que ouais. Ah non, pas en une fois, non. Après, parce que souvent, les fortes convictions, dans un portefeuille, quand on ouvre ton portefeuille, on doit voir tout de suite, enfin pour moi, ah bah tiens, tu as une forte conviction, c'est dans cette valeur. C'est un A qui mettent, quelle que soit la valeur, ils vont prendre 5%. Ils vont la pondérer. Ça, c'est une connerie. Quand tu as une forte conviction, bon bah tu mets 10%. Enfin voilà quoi. Mais si tu as une forte conviction, pourquoi pas passer au turbo en fait? Le turbo, alors ça le permet turbo d'avoir un sur effet Farnext. De levier, Ouais, mais sur Farnext, ça va être difficile. Il n'y en a pas, ouais. Non, il n'y en a pas. Après, il y a des CFD sur certaines biotech, mais non. Alors moi, je préfère le turbo. Alors voilà, vu que je suis bien capitalisé, moi le turbo, en fait, pour moi, c'est un instrument en fait dont je ne suis pas maître, parce que tu as quand même un émetteur, et ça me dérange un peu. Moi, je préfère prendre des lignes plus grosses et que prendre à une petite ligne avec un turbo. Je suis plus à l'aise avec une liste plus grosse, parce que bon, c'est moi le titre, je peux le vendre quand je veux. Le turbo, moi, j'ai des mauvaises expériences sur les turbos où il fallait que j'appelle l'émetteur parce qu'il était parti, ou parce que, je pouvais pas vendre je pouvais pas vendre mon turbo, mon Varan. Enfin, il y avait pas mal ou même des fois il y avait sur les suspensions de cotation, par exemple, toi sur les Resaos par exemple, c'était quand tu as le turbo, des fois même quand tu as des excès de volatilité, le turbo il est un peu perdu, ou alors il augmente son spread. Voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui me dérangent, donc moi je préfère pour ne pas avoir ces inconvénients, je préfère plutôt prendre une grosse ligne. Par contre, je fais du SRD. Quand la ligne elle est au SRD, là, je préfère prendre un titre au SRD que de le prendre ou que de prendre un turbo. Donc le SRD, je fais du levier 5, que je préfère prendre un titre en SRD levier 5 que de prendre un titre avec un turbo en levier 5. Je ne sais pas si je suis clair. Et des actions comme... Bon, là, j'ai une petite série d'actions maintenant. Tu peux me dire ce que tu en penses. Gensight. Alors, Gensight... elle avait bien monté, et puis là, en fait, les résultats cliniques sont quand même pas terribles.
ils sont pas terribles. De mémoire, le dirigeant a vendu des titres. Ah, c'est pas bon ça. Alors après, non, il a pas tout vendu, hein, il en a vendu une petite partie. Et puis surtout, les résultats cliniques sont pas terribles, quoi. Donc moi, ça me paraît dangereux. En tout cas, moi, c'est pas du tout. Moi, je vais même pas. Enfin, je pourrais spéculer dessus. Donc j'ai pas mal spéculé dessus quand le titre il était à 1,5, 1,7. Mais depuis, ils ont vachement bouffé de trésorerie. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bouffé beaucoup de trésorerie. Donc là, je suis plutôt en mode, donc je suis pas en mode fondamental. Pour avoir un avis fondamental sur Gensight, moi, je suis plutôt dubitatif. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, au niveau des résultats cliniques, c'est pas terrible, hein, pour l'instant. D'accord. C'est-à-dire qu'on a dit fondamental non, mais si on analyse technique, tu as une opportunité qui. Ah ouais, bien sûr, je vais le trader, bien sûr. Mais par contre, c'est le genre de titre, tu vois, que je vais trader, mais je vais plutôt essayer de le vendre en fin de journée, quoi. D'accord. C'est le genre de titre, tu vois, je ne serais pas très tranquille de le garder en overnight ou. D'accord. Ouais. Budget télécom. Oh, bah, budget télécom, moi, j'en ai pas mal parlé. Budget télécom, moi j'aime bien. Parce que donc c'est un titre donc qui est en pleine croissance, donc il recrute des abonnés, etc. Donc ça, le marché l'aime bien, les valeurs de croissance. Un titre, tu vois, qui a un chiffre d'affaires qui va évoluer, qui va baisser de 3-4%, le marché il n'aime pas. Les titres qui affichent des taux de croissance intéressants, le marché aime bien. Donc, budget télécom, c'est pas cher, hein. Je crois que c'était une CB dans les 15 ou 16 millions. Les abonnés, je crois qu'ils vont finir vers autour de 70 000 abonnés. 70 000 abonnés, sachant que Direct Energy s'est fait racheter à 500 € par abonné. Alors, effectivement, ce sont des calculs à la louche. Mais Direct Energy s'est fait racheter à 500 € par abonné. Budget Télécom, s'ils ont 70 000 abonnés, ça veut dire que Budget Télécom pourrait valoir à la louche 35 millions. Donc, ça vaut 16 millions. Le titre n'est pas très cher. Là, bon, après, en plus, en trading, elle est plutôt pas mal. C'est un titre léger. T'as pas mal, tu peux t'amuser. Après, là, ils vont sortir. Ouais, voilà, du volume, ça n'est pas toujours, mais il y a des fois, justement, sur les carnets d'ordre, des fois, le carnet d'ordre, il est un peu creux. Tu as moyen de faire, tu vois, sur des petits écarts. Le titre est des fois, il va passer par des -8, -9 sur quelques milliers de titres. Tu as moyen, des fois, de choper quelques titres, puis de revendre à -5. Donc, c'est un titre moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal, hein, surtout même pour les petits portefeuilles, c'est plutôt sympa à trader. Mais avec ton capital, tu arrives à faire un delta de 3% comme ça Ah oui, parce que j'adapte la taille de mon ordre par rapport au titre, hein. Ouais. Donc après, c'est sûr que j'ai une 50aine de titres dans mon portefeuille. Voilà. Ouais. Même plus, hein. Mais Budget Télécom, donc c'est pas cher. Donc là, ils vont sortir leurs résultats annuels. Donc je sais pas sur le S2, le S1 c'était moyen parce que c'est vrai qu'ils sont encore en phase de développement, donc les frais de marketing, etc. Moi, je pense que ça peut retomber à l'issue des résultats annuels parce que je ne sais pas si la date elle est sortie des résultats annuels. Ça, tu vois, typiquement, c'est comme un catalyseur en fait les résultats annuels des Budget Télécom. Ça peut spéculer. Après, si ça spécule avant, il y a des bonnes chances après que les résultats annuels soient vendus par le marché, à moins que ces résultats soient excellents. Je pense que c'est plutôt pour 2019 que les résultats devraient être pas mal. Parce que le S1 donc, a été en perte, le S2 on ne sait pas trop, on va voir. Ça sera plutôt plus sur 2019, je pense, peut-être même seulement au S2 2019 qu'on pourra avoir des bénéfices. D'accord. Je suis en train de regarder. C'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Elle est bien montée quand même. Ouais, mais c'est pas cher. En plus, elle était beaucoup descendue en fait. Mais même si elle a pris 50% sur les plus bas, ça reste pas cher. Hein. Oui, les télécoms ont l'air de pas mal vouloir bouger en ce moment quand même. Hein. Comment ? Les télécoms ont l'air de pas mal vouloir bouger. Ouais, mais Budget Télécom, eux, ils vendent. Mais attends, Budget Télécom, ils vendent de l'énergie, eux. Hein. Ouais. Ils fournissent de l'énergie. D'accord. Après, ils ont une petite entité télécom, mais ils fournissent de l'énergie. D'accord. Avenir mais Télécom. À la base, ouais. Comment ? Je suis passé sur l'autre action. Avenir Télécom. Oh là là, là, c'est catastrophique, ça. C'est catastrophique, en fait. Les résultats pas terribles. Ouais. Et puis surtout, ils ont annoncé vendredi soir, des OCAPSA. Donc, ça veut dire dilution et puis pression vendeuse sur le carnet d'ordre. Et puis le titre, il n'est pas prêt de décoller. D'ailleurs, bon,
Là, j'ai pas regardé aujourd'hui. Le titre, il a perdu 10%, je crois, le lundi. Mhm. Donc ça, pas convaincu. Donc ils ont failli faire faillite. Donc là, c'est vrai qu'ils ont, bon, ils ont un peu changé de marché. Ils ont fait Moi, une je suis grosse pas. com sur le salon de Barcelone en disant qu'ils avaient sorti le premier téléphone avec une batterie qui pouvait tenir une semaine, enfin je sais pas. Et Ouais, apparemment c'est à cause de ça ils ont qu'ils eu besoin de justifiaient cash. leur achat. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est ce mais qu'ils tu vois, disaient. c'est après pourquoi pas faire une AK, mais c'est la façon de faire. C'est AK avec des OCAPSA, c'est vraiment c'est une AK qui va durer, qui va mettre la pression sur le titre pendant des mois et des mois. Mhm. Ouais. Donc moi je suis pas fan et puis surtout quand on regarde l'historique, hein, c'est pas terrible. Hein, ils ont failli faire faillite une ou deux fois. Puis une C'est pas pression sur terrible. un titre à 0,12, ça fait mal quoi. Ouais, bah et puis là maintenant, ouais, ça va être difficile pour eux. Hein. Enfin, en tout cas, moi je suis vraiment à l'écart de ce genre de titre. Hein. D'accord. Clara Nova. Clara Nova, c'est plus intéressant. Alors Clara Nova, alors ça fait quand même un an, je crois que bon, ça quand même, le titre patine un petit peu. Mais bon, là, ils ont quand même leur entité Freeprint là qui est en pleine croissance, ils arrivent toujours à publier des taux de croissance de 35-45% sur des chiffres d'affaires qui sont plutôt, c'est pas des chiffres d'affaires de 1 ou 2 millions. Donc le chiffre d'affaires commence vraiment à décoller, vraiment, enfin ça commence vraiment à devenir quand même consistant. Et là, ils viennent de sortir leurs premiers résultats donc dans le vert, donc c'est plutôt pas mal à trader. Après, pour du moyen terme, là, c'est quand même assez cher, hein. C'est assez cher, mais Mhm. par contre en trading c'est plutôt très très sympa à trader. Hein. Bah, j'ai vendu ma dernière ligne de Clara Nova aujourd'hui, Mhm. donc c'est vraiment un titre très très agréable à trader. Il y a de la volatilité, il est assez volatile, ouais, volatilité, enfin, il réagit bien à l'analyse technique. Après en analyse fondamentale, c'est quand même assez cher, moi je trouve. Mhm. D'accord. Une que tu aimes bien, je pense, c'est Gossin, non? Monsieur Aka, non? Grossin, Grossin, Ouais, c'est ça. Grossin, je préfère. Non, Gossin, bah Ouais. Gossin, Gossin, bah non, mais Gossin, et c'est même dramatique parce que, enfin, il y a des AK, donc il y a eu, je sais plus, ouais, il y a eu l'année dernière, non, début d'année l'année dernière, il y a dû y avoir 6 ou 7 AK. Mhm. Et là, je crois qu'en fin d'année, le dirigeant Gossin, donc, je crois Mhm. qu'il s'est octroyé 5 millions d'actions. Des actions Donc, gratuites, ouais, j'avais vu ça, ouais, oui. ouais. Ouais. Ouais, enfin, bon, tu vois tout de suite que le minoritaire bah, on se fout un peu du minoritaire parce que Ouais. bon, bah, surtout parce que les résultats sont quand même pas terribles. Hein. Après, voilà, pour spéculer, pourquoi pas, hein, mais parce que là, ils ont quand même bien regarni ils ont bien renfloué leur caisse hein, depuis un an. Mais maintenant, au niveau AF, c'est quand même très très. Enfin, ça me paraît difficile à. Enfin, ils tiennent jamais leurs prévisions. Il y a eu pas mal. Ils ont eu il y avait les commissaires aux comptes qui avaient vu certaines choses dans leurs comptes ces dernières années. Donc, tu vois, au niveau de la comptabilité, c'était plus ou moins. Enfin, je Mhm. crois que même les commissaires aux comptes, ils sont revenus sur des anciennes Oui, publications. Enfin, tu vois, enfin, c'est le genre de titre, c'est pas ok clair, quoi. ok pour spéculer, mais après, pour du moyen terme, ouais, ça me paraît vraiment hasardeux, quoi. Faut pas dormir avec, quoi. Voilà, pas dormir avec gros seins. Ouais, gros Voilà, singe. Tout à fait Thierry, c'est ça, ouais. excusez-moi. Et Xilam. Ah, Guilam, c'est. Alors là, toujours hein, pareil, parce que tout ce que je dis, c'est vraiment, ça n'engage que Mhm. moi, ce n'est que mon avis. Donc Zilam, Zilam, c'était bien parce que c'est une belle valeur de croissance. Ils arrêtaient pas d'inscrire des chiffres d'affaires en croissant de 30-40%, et derrière, la rentabilité, elle suivait. Et là, je trouve qu'il y a quand même eu un faux pas au S2, donc au deuxième semestre 2018, et donc là, sur le S2, donc il y a décroissance du chiffre d'affaires. Décroissance du chiffre d'affaires, donc ça, c'est quand même un petit couac, moi, je trouve, enfin, dans le parcours, je dirais, financier, entre guillemets, de Xilam.
décroissance du chiffre d'affaires, alors que c'était une valeur de croissance. Et puis quand on regarde au niveau du PER, on est sur un PER de 30 ou 40. Donc ça me paraît cher, quoi. Voilà. Après, c'est pas parce que, alors c'est pareil, il y a quelque chose que je peux rajouter. C'est pas parce que ça me paraît cher que ça ne va pas aller plus haut. Parce que souvent, il y a des excès aussi en bourse. Donc, en tout cas, d'un point de vue fondamental, comme ça, quand je regarde brut, c'est cher. Nanobiotics. Ouais, je suis pas fan. Moi, je suis jamais été fan. Donc là, ils ont quand même, ils sont arrivés à commercialiser donc là leur poudre là pour augmenter les effets de la radiothérapie. Je crois que c'était au bout de 30 mois d'attente. Donc l'agence européenne a donné son aval. Derrière, l'aval de l'agence européenne, et derrière, ils font une AK qui est annoncée aujourd'hui. Moi, je suis jamais été un grand fan. Et puis là, ils ont fait un endettement aussi il y a pas longtemps pour renflouer leur caisse. Ouais, moi je suis neutre. Je suis neutre sur Nano. Pareil, moi c'est un titre que j'aime bien trader, mais ouais, moi je reste. T'as pas une position longue dessus, quoi. T'as pas Non, jamais. Non. Après, pour trader, je l'ai tradé vendredi, voilà, pour gratter quelques pourcents, mais non, je suis pas. En ce moment, tu es sur quoi comme action l'action phare de M. Ronan Ah bah ça, je vais la garder pour moi. Non, mais il y en a une qui a pas mal fait parler d'elle, que j'ai pas mal tradé. C'était Solocal. Ouais. Solocal, qui est donc le titre, il a pas mal boosté là depuis. Il a pris genre 50% en l'espace de quelques jours. Après, ce que j'aime bien, c'est il y avait aussi la petite SS2I IT Link que j'aime bien, qui est pas très cher, qui est quand même moins liquide. Il y a quoi d'autre il y avait Poxel. Après, j'aime bien les équipementiers auto. Il y a des choses intéressantes dans les équipementiers auto. Ils ont pas mal chuté. Et là, je pense qu'au moindre frémissement de vente de voitures en Chine, les équipementiers auto peuvent repartir. Ils sont un peu repartis suite à des stats industriels qui étaient moins pires que prévu, qui étaient mieux que prévu plutôt, je dirais, en Chine. La semaine dernière, tu as plein d'équipementiers auto qui ont pris entre 10 et 15%. Donc les équipementiers auto, j'aime bien. Voilà, j'aime bien Budget. Il y a plein d'autres titres que j'aime bien. Il y a plein de titres intéressants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de small cap qui ont rebondi, mais il y en a plein encore qui sont délaissés. Et il y en a aussi qui ont beaucoup rebondi, mais qui restent encore fortement décotés. Donc il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Un cybergun, on me demande aussi. Oh là là, là c'est pareil. Ça c'est du bon. Ça c'est alors c'est marrant parce que non mais ça c'est pareil. Ça c'est moi ça fait des années ce titre-là. J'ai dû le trader quand il était à 4-5 euros. Donc là il a combien? Il a 0,18, 0,20, 0,17 ouais. Dans ces eaux-là, ouais. Là en fait ils ont beaucoup de mal, ils sont endettés, je crois qu'ils ont des capitaux propres négatifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent une AK, il faut qu'ils renflouent leur caisse. Je crois qu'ils ont voulu, de mémoire, ils ont voulu se développer dans les jeux vidéo, ils se sont bien plantés, et puis surtout, les armes factices, est-ce que ça marche encore ça me paraît un marché difficile. Alors c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de grosses commandes. Même moi, je m'attendais. Ils ont eu l'autorisation pour faire des armes réelles, non? Ouais, non, mais en tout cas, ce que je trouve hallucinant, c'est je crois qu'ils ont décroché un gros contrat sur un contrat, je sais plus, de 20 millions de dollars ou d'euros sur 5 ans. Et le titre n'a pas rebondi. En fait, il n'a pas rebondi. Pourquoi? Parce que tu as leur mode de financement, pareil, c'est encore des Ocapsa ou des Ordinane qui plombent le titre. Donc, tant qu'ils auront ce mode de financement, parce que pour eux, c'est presque vital de créer des actions pour dégager du cash, parce que s'ils ne créent pas d'actions, les caisses, elles sont presque vides. Donc, ils ont dû démentir qu'ils n'étaient pas en faillite, mais je pense que c'est quand même assez chaud financièrement chez eux. Donc, ils ont sorti là récemment une bonne nouvelle, le titre n'a même pas décollé, alors que normalement, il aurait dû fortement décoller. Et là, rien, parce que
ils sont obligés de dégager du cash suite à la création d'actions issues des obligations. Donc ça me paraît, alors ça me fait penser, toi, là, Cybergun, Gossin. En fait, il faut aussi regarder souvent, c'est vrai que ça, c'est un réflexe que fait le particulier, c'est de regarder les titres qui ont les plus chuté, mais c'est pas parce qu'ils ont beaucoup chuté qu'ils vont rebondir demain. Un titre comme Cybergun, il est à 0,18 et peut-être que demain, non pas demain, mais dans quelques jours ou dans quelques mois, il sera à 0,10. Donc tu te prends quand même 50% dans la tête. Ouais. Donc c'est pas le bon réflexe. Après, des fois, on peut tomber sur des belles pépites, mais se dire sur le seul critère, j'achète cette valeur parce qu'elle a beaucoup chuté, c'est très dangereux. Il faut plus que ça, quoi, comme critère pour acheter la valeur. J'achète ces valeurs parce qu'elle est décotée. Mais l'acheter sur le seul critère, elle a perdu 50%, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Okay. Et Nextedia? C'est pas mal, Nextedia, c'est pas mal. Alors c'est pas mal. Alors ils sont aussi. Ce que j'aime bien chez Nextedia, donc c'est que ils sont dans l'internet, les petites agences internet. Donc ils rachètent, ils font plein d'acquisitions et à chaque fois quand même ils les digèrent plutôt bien puisque la société elle arrive à être rentable. Là ils ont encore de mémoire, je crois qu'ils ont annoncé un RN de 1. Enfin ils avaient je crois qu'ils sont sur un PER de 10, qui est plutôt bon, c'est plutôt pas mal pour une société qui vient d'acheter, enfin qui vient de faire l'acquisition d'autres sociétés. Et puis je crois qu'ils ont même un plan d'ici plusieurs années, un plan à 3 ou 4 ans. Ils veulent doubler leur chiffre d'affaires via des acquisitions. Donc c'est plutôt pas mal un Nextedia. C'est pas mal. Après voilà, c'est pas parce que je dis que c'est pas mal qu'il faut acheter demain. Mais c'est pas mal, c'est intéressant à suivre. Ok. On a un peu fini sur les questions. Ouais. Tu nous présentes un peu ton abonnement ou Ah oui, l'abonnement Oui. Bah alors j'ai plusieurs types d'abonnements. Donc il y a un abonnement, ce qu'on appelle l'abonnement premium. Donc c'est un abonnement où je montre tout ce que chaque matin. Alors comment se passe une journée abonné premium? Chaque matin avant l'ouverture du marché, je décrypte toutes les news. Et dans le but de savoir quelle est la société, quel est le titre qui va décoller ou quel est le titre qu'il va falloir surveiller. Donc je regarde toutes les news et justement j'avertis que qu'il faut surveiller tel titre parce que celui-là est décoté, parce que machin, etc. Donc débrief avant l'ouverture. Et ça, je préviens sur Est-ce que tu donnes des indications? C'est-à-dire que tu dis, je sais pas, telle action est à 0,5, il y a une news, si elle ouvre au-dessous de 0,6, je rentre, sinon je... Ah ouais. Je publie même des graphiques, etc. Je publie même des configurations graphiques. J'identifie, par exemple, je fais un graphique avec une résistance, je lui dis regardez là, hop, et puis là moi j'achèterai au-dessus de la résistance par exemple, ou même PER de 3 ou 4, et ben là je vais rentrer. Donc il y a un côté pédagogique dans l'offre, c'est pas un truc c'est pas copier-coller quoi. Ah non, mais justement le but c'est d'être pédagogue, de faire comprendre comment je fonctionne sur les marchés. Donc je commente les marchés, je dirais non-stop toute la journée, et je dis tout ce que je fais. Donc quand je dis tout ce que je fais, c'est quand je rentre, l'ordre, et j'envoie l'avis d'opérer. Et j'envoie donc tous mes avis d'opérer. Donc après, chacun fait ce qu'il veut de ses avis d'opérer, mais en tous les cas, moi le but c'est de prouver, moi je trade. Donc quand je gagne de l'argent, mes clients le voient, et quand j'en perds, ils le voient aussi. Donc je fais ça, les avis d'opérer. Donc j'ai gardé tous mes avis d'opérer depuis tous mes mails depuis 2015, je crois. Non, peut-être pas. Attends, si j'ai changé de boîte aux lettres. Enfin voilà, j'ai un historique là-dessus. Et puis donc ça c'est donc abonné premium. Donc voilà, c'est tout ce que je fais toute la journée, etc. Après il y a la newsletter hebdo. Donc les abonnés premium reçoivent aussi la newsletter hebdo. Donc c'est au format vidéo où là je fais un récap de ce qui s'est passé dans la semaine. Donc j'ai dit tiens tel titre, tel titre c'est intéressant parce que machin, je vais peut-être rentrer, etc. Et donc j'explique dans cette vidéo comment je fais pour détecter les titres décotés. Donc il y a un côté pédagogique, je montre un peu comment je me balade dans les bilans, dans les choses comme ça. Et après donc ça c'est la partie actualité de la semaine. Donc je décrypte l'actualité passée. Mais l'actualité passée souvent tu as des titres qui ont fait l'actualité la semaine précédente et puis qui vont encore faire l'actualité la semaine d'après.
Et puis aussi, je dis aussi par rapport à l'agenda des publications, donc je publie un agenda et je dis ce que je vais surveiller, ce que j'attends et sur quel titre je pourrais intervenir. Donc voilà, ça c'est au format vidéo. Donc il y a 2 newsletters, enfin 2 newsletters. Il y a une newsletter dedans, il y a 2 vidéos. Une vidéo actualité qui revient sur toute l'actualité de la semaine et qui décrypte l'actualité et les valeurs qui peuvent être sous-évaluées. Par exemple, Farnex, le jour où Farnex a publié ses résultats cliniques, moi, ah ouais, tiens, ça c'est intéressant, voilà, je vais peut-être rentrer dessus. Voilà, Et puis après, il y a aussi un fichier Excel en parallèle. Donc, ça, le fichier Excel, les abonnés premium et les abonnés à la newsletter hebdo ont ce fichier où là, je donne des niveaux de résistance et des niveaux de breakout sur lesquels je pourrais intervenir. Okay. Donc il y a ça, il y a aussi j'ai aussi créé un petit portefeuille small cap depuis 2011. Voilà, et en fait, donc la différence entre les premium, l'offre premium et l'offre hebdo, c'est que les premiums, donc eux, ont les newsletters plus les mails en fait. C'est ça, c'est les mails. Et puis après, j'ai une petite offre aussi où j'ai une liste Excel où je donne tous les titres, mes titres préférés en fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc l'offre premium, elle existe depuis 7 ans. Ouais, non, depuis 2011. 12 ans. D'accord. Non, pardon, 2011. Non, pardon, 8 ans. Tu m'avais dit que tu avais ouvert un fonds aussi. Ouais, alors ça, j'avais pas le droit d'en parler, de faire de pub. Mais en fait, c'est avec un client à moi, enfin un client qui était abonné à la newsletter, qui trouvait que c'était dommage de ne pas profiter de ce que je fais en fait. Donc on a ouvert un fonds tous les deux. D'accord. Et il n'y a pas moyen de rentrer, non? Alors, ah non, si, il y a des investisseurs dedans. Si, il y a des investisseurs. Si, je te dis, j'ai pas le droit de faire de pub, mais voilà, vous tapez mon nom, vous trouverez le fonds. Hein. D'accord. Ok. Donc voilà, bon. J'espère, on te remercie pour 7h30. Hein. Donc, j'espère avoir été clair. Des fois, j'ai tellement d'idées dans la tête que je me disperse dans mes idées. Non, moi je pense que tout était parfait. Je vais voir. Bon, on repose une question sur un RSI au début, c'est peut-être pas la peine parce qu'on a pas mal parlé d'indicateurs. Les RSI, on s'en fout. Enfin, le RSI, ouais. un RSI peut rester bas pendant des années. Pas des années, si peut-être, mais en vue annuelle, mais pendant des semaines et des semaines, un RSI peut rester bas. Donc, acheter avec un RSI, c'est impossible. Ça suffit pas. Ouais. Donc, on revient sur les trucs basiques et les trucs simples, les MM, les supports, les obliques. Les chandeliers, c'est quand même les chandeliers japonais, c'est quand même assez bien. Hein. Ouais. Après, sur les titres qui sont peu liquides, mais sur les titres bien liquides, hein, tu vois, sur des titres comme, je sais pas, comme Eramet ou Mersenne ou ce genre de choses, ou Forestia, choses comme ça, c'est quand même intéressant. Hein. C'est une aide en plus à la décision pour intervenir sur un titre. Okay. Merci pour tout. Écoute, merci de m'avoir invité. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, merci à l'équipe Inchi Team. C'est vrai que vous n'avez même pas remercié au début de m'avoir pensé à moi pour m'avoir invité. Merci les gars. Et puis, la prochaine, de toute façon, on se tient au courant. Parfait. Merci David. Merci, au revoir. Ciao.